Donc, rebonjour à toutes et à tous. Je vous propose de commencer ce webinaire. Donc, je suis Jean-Yves Tresson. Je travaille à Dassault Systèmes dans l'organisation industrie des équipements industriels en tant que responsable des ventes et des consultants monde. Avec moi, j'ai le plaisir d'avoir Alain Bélange, qui est directeur du développement des affaires au sein de Keonis Zenith, qui est basé à Lyon. Donc aujourd'hui, nous allons parler de la plateforme 3D Experience pour ceux qui ne la connaissent pas. Je vais vous montrer différents procédés métiers de l'équipement industriel. Nous allons aussi vous montrer que cette plateforme, donc qui est unique, permet d'assurer la continuité digitale de l'ingénierie à la fabrication des équipements. Quelques mots sur Dassault Systèmes. Donc depuis 38 ans, Dassault Systèmes aide les clients à transformer leurs procédés métiers à travers des solutions industrielles dédiées. Donc, on parle de solutions qui couvrent certaines disciplines, de la conception à l'après-service des équipements, voire au démantèlement de certains équipements. Aujourd'hui, nous comptons 17 000 employés à travers le monde sur 179 sites, ce qui est important pour vraiment comprendre les spécificités locales et être au plus proche de nos clients et partenaires, afin vraiment d'assurer, on va dire, un support régulier et continu. Aujourd'hui, 230 000 clients nous font confiance et travaillent avec nous sur différents sujets en fonction de leurs projets, de leurs besoins. Encore une fois, ça peut être de la modélisation 3D, 2D, des sujets de gouvernance, de la simulation, du manufacturing. Et pour ce faire, nous sommes aidés de plusieurs partenaires, donc là 12 600 partenaires, revendeurs technologiques, intégrateurs, etc. Mais le plus important de nos partenaires est Keonis Zenith. Donc, je vais dire quelques mots sur ce partenaire qui est notre revendeur mondial numéro 1 avec 800 employés. Un dernier mot sur Dassault Systèmes concernant la stratégie d'entreprise. Dassault Systèmes a une vision long terme, reste une entreprise familiale. Il y a un contrôle majoritaire des actionnaires de la famille Dassault. Ce qui est important, parce que ce qui veut dire finalement aucun concurrent, aucune entreprise peut racheter Dassault Systèmes, ce qui est vraiment important pour nos clients, parce que ça nous permet en fait de mettre en place des stratégies long terme, des feuilles de route long terme sur certains projets avec nos clients. Quelques mots sur le groupe Keonis Zenith. Donc, encore une fois, c'est notre revendeur numéro 1 à valeur ajoutée donc, de Dassault Systèmes à travers le monde. Keonis est un acteur majeur dans l'accompagnement et du conseil des entreprises dans leur transformation digitale en lien avec des objectifs. Alors là, c'est très français, hein, mais des objectifs du plan Industrie du futur. En 2017, Keonis a rejoint le groupe Zenith et compte aujourd'hui 800 employés dans le monde. Alors, ce qui est aussi important à savoir sur Keonis, au-delà du fait que ce soit notre revendeur numéro 1, c'est qu'en fait, Keonis a la capacité à travailler sur tous les sujets que nous, Dassault Systèmes, couvrons. Donc là, vous pouvez voir sur l'écran différentes applications marques. Katia, Innovia, Delmia. Donc en fait, ça veut dire que Keonis est vraiment capable de déployer la plateforme sur des sujets tels que la conception, le design, la gouvernance, la planification, la logistique, la fabrication, la simulation, sur tout type d'architecture, sur site, donc on-premise, et puis on cloud. D'accord? Donc ça, c'est important. Ça veut dire que Keonis peut vraiment vous aider sur n'importe quel type de projet. Alors, quand on parle d'industrie, nous, notre rôle, c'est vraiment donc de définir des solutions industrielles. Il faut que nous nous assurons que ces solutions soient en réponse à vos besoins, à vos spécificités. D'accord? Donc ça, c'est un point. L'autre point aussi, il faut que nous nous assurons que nous soyons cohérents avec les grandes tendances du marché. Donc en fait, ici, à l'écran, on peut voir, on a catégorisé trois principales tendances. La première, donc, qui concerne les produits
en tant que tels, les équipements qui sont de plus en plus complexes, composés de systèmes intelligents. Donc là, le moment est vraiment venu d'adopter l'ingénierie des systèmes. On ne parle plus uniquement de design mécanique, on parle vraiment d'une approche multidisciplinaire d'ingénierie. Euh, un avantage concurrentiel stratégique qui est aussi vraiment de briser chaque séparation entre les disciplines. Donc encore une fois, on parle du design, de la simulation, de la gouvernance et de fédérer toutes ces disciplines au sein d'une plateforme unique et de modéliser, simuler les systèmes, qui est vraiment une phase critique pour le commissionnement, par exemple. Donc vraiment, en fait, pour faire court, de briser ces murs et d'assurer une continuité digitale de la conception au commissionnement, aux activités d'after sales ou au démantèlement de mon équipement. Donc toujours sur cette première grande tendance, nous parlons de plus en plus de gestion de la configuration de mon équipement, mais aussi configuration logicielle, voire de gestion de la modularité. Donc là, c'est vraiment, on rentre vraiment dans une certaine, on va dire, complexité par modularité. On va parler du produit, on va parler des ressources, les ressources humaines, et aussi donc vraiment essentiel pour la production d'un équipement unique. Car aujourd'hui, euh, il y a un paradoxe, on doit produire en masse, mais aussi fournir une production d'un équipement unique. C'est pour ça que, en fait, de là va découler une mise en configuration de mes équipements. Alors, quand on parle de logiciel, juste pour revenir sur ce point, c'est une discipline qui est de plus en plus importante. Là, on a fait avec certains clients, on a travaillé sur un ratio 2019 et 2025, et on voit qu'en 2025, ces disciplines prennent de plus en plus d'importance. On l'a fait avec un client qui est dans les équipements de machinerie mobile, et en fait, qui nous disait que lui, il va passer plus de 1/5 de son temps en termes d'heures sur le sujet logiciel. Donc encore une fois, qu'on parle de configuration, modularité et donc de facto de logiciel, c'est une discipline qui prend toute son importance. Donc ça, c'est la première grande tendance. La deuxième, on parle donc l'économie de résultats, donc les données de sortie, les outcomes. Pourquoi? Parce qu'en fait, aujourd'hui, un équipement industriel produit énormément d'informations. Donc, on entend un petit peu les mots, je vais être trivial, mais les mots marketing, big data, l'Internet des choses. Certes, mais aujourd'hui, c'est aussi une réalité. Le premier défi, en fait, ça va être de trouver la bonne information au bon moment. Donc, quand on dit la bonne information, ça peut être un livrable, ça peut être par exemple une version de mon design, ça peut être aussi une version ou une release de mon document. Donc vraiment accéder à cette information et sans y passer 2 ou 3 heures. D'accord? Et dans un deuxième temps, une deuxième étape, donc certes, j'ai accès à cette information, mais je veux donner de l'intelligence à cette information, sinon ça ne sert à rien. Donc, je vais gérer des projets grâce à des métriques, donc des indicateurs de performance, pour pouvoir soit mener à bien ou mieux mes projets, soit par exemple être capable de dire, moi, je vais travailler sur une maintenance préventive. Je vais être capable, par rapport à un équipement industriel donné, je vais pouvoir être capable de dire, bah, à tel moment, il va casser, à tel moment, je vais devoir le réparer ou le remplacer, etc. Donc, c'est vraiment utiliser, accéder à cette information et l'utiliser à bien pour mener différents projets. D'accord? Ensuite, l'objectif aussi, c'est de travailler sur des opportunités de marge haute. Et quand on parle de marge haute, en fait, on parle de service. Aujourd'hui, l'objectif, c'est vraiment plus de vendre un équipement, donc un produit en tant que tel, mais c'est de vendre un service. Parce que le client final, il veut, encore une fois, lui, il veut investir sur la donnée de sortie, plus sur l'équipement en tant que tel, qui coûte cher. Lui, ce qu'il veut vraiment, c'est minimiser donc c'est son investissement en capital, le CAPEX, et optimiser, augmenter son investissement opérationnel, OPEX. Et donc, par conséquent,
Donc là, on ferme la boucle. Cela requiert les bons capteurs hardware au sein de mes équipements, l'accès à la donnée, par exemple à travers des journaux, n'importe où et n'importe quand. D'accord? Pour pouvoir être capable justement d'avoir accès à cette intelligence et de pouvoir vendre le service et non plus le produit. Il faut savoir que, alors ça dépend des pays, ça dépend des pays. Euh, on va parler des pays européens. Le service peut représenter dans le monde des équipements industriels, il peut représenter plus de 50%. Dans d'autres pays, l'objectif serait de passer de 8 à 12, 15%. Mais quoi qu'il en soit, aujourd'hui, les équipementiers ont vraiment conscience de ce changement de paradigme, vraiment du produit au service, de passer du produit au service. Et la troisième grande tendance concerne la commande, donc la production unique. Pourquoi? Parce que chaque commande est différente et nous parlons de plus en plus d'un changement de processus, donc ETO, donc Engineering to Order, à ETC, Engineering to Configuration. Donc ça veut dire que on parle de plus en plus de gestion de la configuration, gestion de la modularité, ce qui mène en fait à une production unique d'un équipement. Alors, donc les grandes tendances, c'est toujours intéressant. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire pour nous Dassault Systèmes? Comment est-ce qu'on va adresser ces grandes tendances à travers nos segments? On a défini au sein de l'industrie 7 segments. Donc, si on regarde un peu plus en détail les équipements industriels et les segments que nous avons définis, le premier segment concerne les robots industriels, les outils machines, les imprimantes 3D. Donc, outils machines, on parle de machines multidisciplinaires, tout ce qui est programmable à travers un logiciel et ce que nous pouvons configurer. Les robots et les cobots industriels, donc cobots pour les robots en fait collaboratifs qui travaillent, qui sont interconnectés les uns avec les autres. Les imprimantes 3D, donc ça, on le voit vraiment, c'est cross-industrie, tous les dispositifs qui créent ou qui modifient en fait un produit à travers la fabrication additive. Le deuxième segment va concerner la machinerie de fabrication vraiment très spécialisée. Donc pour vous donner un exemple, on va parler la semaine dernière, je parlais avec un client qui lui travaille, qui fabrique des machines, des centrifugeuses. D'accord? Donc séparation de liquide, donc super spécialisé. Donc toutes les tâches spécialisées conduites par des machines automatisées. D'accord? Le troisième segment concerne les équipements lourds mobiles, donc par exemple les excavatrices dans le monde de l'extraction, la construction. Là, par exemple, l'exemple que j'ai cité sur le nombre d'heures passées dans le logiciel, mon client provient de ce segment, équipement lourd mobile. Le quatrième segment concerne les équipements de construction, donc on va parler par exemple aussi des ascenseurs, les escaliers, tout ce qui est vraiment mécanique, les solutions d'accès, donc les portes automatiques, les barrières pour réguler le passage du personnel, ou alors des équipements de chauffage, ventilation et air conditionné de moins 20 degrés à plus 60 degrés Celsius. D'accord? Donc vraiment tout type d'équipement, on va dire, dans le monde de la construction ou le monde, on va dire, qui facilite l'accès, tout simplement. Ensuite, les équipements de puissance et fluidique. Donc là, essentiellement, pour être honnête, on va se concentrer plus sur, on va faire le lien en fait avec le monde de l'énergie, le monde du nucléaire, du pétrole, upstream, downstream, aussi les équipements hydroélectriques. On peut faire le lien avec les éoliennes. En fait, ce sont vraiment des gros équipements. Là, on ne va pas parler de vannes, de boulons, de visseries. On parle de gros équipements, des composants type les moteurs, les générateurs de vapeur, les pompes, les compresseurs, les systèmes de réfrigération. Donc en fait, des équipements qui, au final, on peut dire, ce sont des petites usines en tant que telles. Parce que c'est quand même des équipements qui sont très lourds, qui font plusieurs tonnes, qui font des dizaines et des dizaines de mètres d'envergure. Donc vraiment les gros équipements.
Ensuite, un autre segment, donc les produits fabriqués en métal ou en plastique. Donc là, c'est un segment énorme parce que fabriqués en métal, on va parler de tout ce qui est les moulages, les composants métalliques qui sont aussi fondus, les produits en plastique utilisés dans un but industriel. Donc là, vraiment, on a vraiment beaucoup de produits qui rentrent dans dans ce segment, dans cette catégorie. Et puis le dernier, bon, peut-être ça va un petit peu moins vous intéresser, c'est les fabricants de pneus. Alors pourquoi est-ce que c'est dans l'industrie, équipement industriel? Parce qu'en fait, nous, on va se concentrer sur la modélisation, la simulation et surtout la fabrication des pneus. Donc c'est pour ça que vraiment ça fait sens à ce que ce soit dans l'escrime industriel. Et en fait, c'est important parce que on fait aussi le lien, bien sûr, avec notre industrie sœur qui est le transport et mobilité parce que on va faire le lien avec notamment les nouvelles tendances, les nouveaux marchés tels que les véhicules électriques. D'accord? Donc nous, en fait, on va aider les clients à modéliser, à simuler et à fabriquer le pneu, et puis on fera le lien avec l'industrie transport et mobilité. D'accord? Alors, quand on parle de tendance du marché, donc encore une fois, là, on se concentre sur tout ce qui est OEM ou FO, les fabricants d'équipements d'origine. Aujourd'hui, on travaille avec de plus en plus de clients qui souhaitent mieux intégrer leurs partenaires commerciaux à leurs projets. D'accord? Donc ça, c'est vraiment pour faire le parallèle avec les transformations du marché, les tendances du marché. En fait, chaque secteur industriel, chaque pays a ses propres normes, les réglementations, d'où l'importance de vraiment régionaliser, si je peux dire, la filière pour soutenir les marchés dynamiques. Encore une fois, je fais le lien avec l'industrie du futur sur lequel vraiment notre partenaire Keonis s'est axé. On parle aussi d'innovation. On peut passer à travers une transformation, qui peut passer à travers une transformation digitale pour aider à mieux exécuter une stratégie d'entreprise, parce que c'est vraiment ça, hein, une transformation digitale n'est pas une stratégie en soi, mais c'est pour vraiment aider à exécuter une stratégie d'entreprise. Une meilleure collaboration entre les équipes et partenaires, donc vraiment pour casser les murs entre les disciplines et entre les équipes, pour pouvoir livrer pardon, les équipements à bien, les mettre en service sans retard et sans surcoût supplémentaire. Bien sûr, l'objectif est vraiment d'intégrer le savoir et le savoir-faire, donc capitaliser et pouvoir réutiliser donc certains livrables, documents, structures de projet, parce que même si on sait qu'un projet A et un projet B, les deux seront différents, on peut quand même, à travers la notion de capitalisation et de réutilisation, on peut réutiliser une même structure de projet. Même si les projets diffèrent, on peut travailler à partir de templates. D'accord? Et bien sûr, finalement, la capacité à réagir, donc identifier les situations à risque sur les sites d'intervention et contribuer à leur résolution. Et cela fait partie de la démarche, par exemple, hygiène, sécurité environnementale. D'accord? Donc, juste un point encore sur les transformations du marché, parce qu'on parle de plus en plus, encore une fois, de systèmes intelligents connectés, parce que aujourd'hui, on travaille plus uniquement sur de la mécanique, mais aussi sur de l'électrique, du process, donc notamment du fluidique, du système de contrôle, etc. La production d'un unique, donc ça on en a déjà parlé vraiment, il faut qu'on s'assure de rendre à ce que le réseau de production soit beaucoup plus flexible, donc de le rendre plus flexible. Encore une fois, on parle de configuration et une approche de modularisation. Le produit lié au service, on a déjà parlé. Économie de données, donc vraiment utiliser la donnée produite par l'équipement. Et puis, expérience client. Donc, cela étant dit, maintenant, ce qui est mis en place, donc les tendances de transformation du marché, ce qui est mis en place en tant que, on va dire, initiative dans l'industrie, on va parler de collaborer plus rapidement à l'échelle, alors soit mondiale ou régionale, peu importe, mais on va dire sur plusieurs sites. Ou alors, à ce que différentes équipes travaillant sur un même projet puissent collaborer beaucoup plus efficacement. Ensuite, on va parler de l'innovation, comment développer des équipements innovants. Ce qui est important, donc, en optimisant les coûts et en s'assurant que notre proposition de valeur soit bien meilleure par rapport à la concurrence.
Offrir une personnalisation de masse. Donc là, je reviens sur mon discours concernant la modularité et sur la configuration. Et puis finalement, définir de nouveaux modèles commerciaux. Donc comment, par exemple, en tant que commercial, je vais vendre mes équipements à mon client en utilisant la 3 dimensions pour que ce soit plus compréhensible. D'accord? Et pour que vraiment le client comprenne tout mon discours lié à l'équipement que je lui propose. D'accord? Alors, qu'est-ce que c'est que la plateforme 3D Experience? Donc en fait, c'est une interface par laquelle on a accès à travers un accès web. Donc ça, c'est important parce que ça veut dire que vous avez accès à travers votre ordinateur, grâce à votre tablette, des applications mobiles, où vous soyez dans le monde sur n'importe quel site, du moment où vous avez un accès à Internet, que ce soit sur site on-premise ou on the cloud. Et en fait, donc cette plateforme, euh, vous aurez un accès en fonction de votre rôle dans l'entreprise. Donc ça, on va mettre en place un protocole de sécurité. Et une fois que vous aurez accès à cette plateforme, vous pouvez travailler sur 4 principaux, on va dire, axes. Le premier, donc si on commence par le nord, les applications sociales et collaboratives. Donc là, on va parler de, par exemple, tout ce qui touche à la gestion des exigences, la gestion de projets, la gouvernance, pour faire beaucoup plus simple aussi mes processus de changement, donc tout ce qui est engineering change. Les applications à l'ouest, donc les applications qui vont toucher la modélisation en 3 dimensions, donc pour modéliser en 2D, en 3D mon équipement. Les applications donc dans le sud de mon compas, donc là on va parler de la simulation. Donc 2 types de simulation. La simulation type FEA, CFD, donc solide, des fluides, électromagnétiques, analyse de stress, de la fatigue de mon équipement, donc de la simulation pure. Et puis un autre type de simulation, je vais prendre en exemple la K-dimension, où par exemple mon équipement il va arriver sur site, je vais vouloir simuler et planifier en fait la validation de mon planning en utilisant la K-dimension, c'est-à-dire la géométrie 3D liée avec le planning. Et pour être sûr que je vais comprendre en fait le chemin de passage de mon équipement au sein d'une installation et aussi pour être sûr qu'il n'y aura pas de clash avec d'autres équipements ou même voir avec mon bâtiment, mon civil. D'accord? Et puis la partie Est, donc qui va concerner toutes les applications de l'intelligence de l'information. Donc je parlais donc accéder à l'intelligence, donc on va indexer différents serveurs, les bases de données pour pouvoir avoir accès à l'information et ensuite donner de l'intelligence à cette information en par exemple travaillant sur des tableaux de bord, des, euh, des, euh, des, euh, des indicateurs de performance, donc vraiment pour pouvoir, ou alors travailler sur des activités de maintenance préventive. D'accord? Si je me concentre vraiment sur certains équipements. Alors, là, je vous montre une vue d'ensemble des procédés métiers que nous adressons. Donc, en fait, comment est-ce qu'il faut lire cette slide? 2 axes principaux, un axe vertical et un axe horizontal. L'axe vertical va toucher tout ce qui est organisationnel dans l'entreprise. Donc, on va parler de la planification stratégique du produit, donc du produit de l'équipement, le bureau de gestion du programme, les finances, les coûts, les bureaux de sourcing et d'achat, l'engineering, qualité, test et certification, la fabrication, le service client et support, et puis finalement les bureaux des ventes et marketing. D'accord? Donc ça vraiment un axe organisationnel. Vertical, horizontal, différents procédés métiers avec différentes phases. Donc là, on va parler des études conceptuelles, conception préliminaire et conception détaillée, la fabrication, le cycle de production et la mise en service et support de mon équipement. Et en fait, tout ça pour dire que sur chaque procédé métier, on a une brique de solution, on est de solution complète pour pouvoir répondre aux défis de ces procédés métiers. Donc, on va parler de planification stratégique du portefeuille de produits à travers, on va dire, une couche de gouvernance. On va parler d'ingénierie, de conception et d'ingénierie, donc du design et puis de la simulation. On va aussi parler de toutes les activités liées à la fabrication, donc
la planification, la logistique et puis l'exécution de mes activités de fabrication. Et puis finalement aussi, bien sûr, tout ce qui est donc l'after sales, le support, pour pouvoir gérer mes instructions de travail et pour pouvoir effectuer des activités de support sur mes équipements. Donc en fait, voilà, on a différentes solutions pour répondre à ces ensembles de procédés métiers. Après, ce qu'il faut vraiment garder en tête, c'est que quel que soit le procès métier sur lequel on concentre, l'ingénierie, l'after sales, la gouvernance, peu importe, nous, on travaille au sein d'une même interface qui est encore le socle, donc la plateforme 3D Expérience, et qui nous permet vraiment, encore une fois, d'assurer cette continuité digitale de bout à bout, donc on va dire d'une phase R&D ou étude conceptuelle à la mise en service et le support de mon équipement. Alors, cette page pour en fait rappeler que ce que l'industrie valorise le plus en tant que FEO, OEM ou équipementier palier. Donc, côté donneur d'ordre, si je peux dire, en fait, en termes de valeur, l'objectif, c'est vraiment, à travers cette plateforme unique, de modéliser, simuler et fabriquer n'importe où et n'importe quand, et sans être obligé de passer d'un produit logiciel à un autre, mais vraiment de rester au sein d'une même interface. Et en fait, ça va vraiment m'aider à gagner en productivité. Ensuite, qu'il soit facile et qui permet l'optimisation des devis, la configuration, la livraison de mes équipements, d'accéder et d'utiliser à travers l'Internet, donc ce qu'on appelle encore une fois l'Internet industriel des objets, donc avoir accès aux données terrain en temps réel et vraiment donner une intelligence à cette donnée. Et puis, le service de conseil de grande valeur. D'accord. Donc, c'est vraiment service, les activités de consultation auprès de mes clients. Et puis au niveau de mes paliers, donc de mes tiers, une efficacité maximale de l'équipement, une solution complète intégrée que je vais pouvoir fournir à mes propres clients et surtout la notion de flexibilité et être connecté, adapter mon équipement aux besoins très spécifiques, aux exigences au cahier des charges qui m'ont été données. Alors, ce que je vous propose, avant de passer aux questions, je vais vous montrer, je vais vous illustrer donc ce que je viens de dire à travers une vidéo pour que ce soit plus parlant. Donc, cette vidéo, on parle, donc je vais m'arrêter quelques secondes sur l'interface. Voilà. Donc, je me connecte à Internet et je vais avoir accès à un ensemble d'informations de prime abord à un dashboard. Voilà, je m'arrête. Donc vous voyez, donc là je suis donc en fonction de mon rôle, de mes droits d'utilisateur, des droits d'accès, donc j'ai accès à cette interface que je vais pouvoir configurer comme bon me semble. Donc j'aurai différents, on va dire, différentes sections. Ça peut être gestion de projet, ingénierie, simulation, after sales, peu importe. Et sur chaque tabulation, j'aurai vraiment des informations spécifiques comme un tableau de bord, comme mon dessin en 3D, etc. Alors, quel est le scénario? Là, je me concentre sur une entreprise qui, dans le monde de l'embouteillage. Et en fait, elle a une ligne de production qui gère 4 machines bien spécifiques. Donc, ma ligne de production, on va l'appeler ligne combi, bon, peu importe, mais qui va générer 4 machines. Je vais gérer ma machine qui rince les bouteilles, qui remplit mes bouteilles, qui capsule mes bouteilles et puis qui remplit, pardon, pas qui remplit, qui étiquette mes bouteilles. D'accord. Donc, cet ensemble de 4 machines gérées au sein d'une même machine. D'accord. Alors, quel est le scénario? Le scénario, c'est qu'aujourd'hui, donc là, vous voyez, j'ai accès à différents designs qui vient soit de mes applications CATIA, ce système, ou qui peut provenir d'applications autres, telles que SolidWorks, telles que Creo, peu importe. D'accord. Donc, on va dire une intégration XCAD. Donc, ça, c'est intéressant. Donc, je vais pouvoir visualiser mon design. Et en fait, quel est le scénario? Aujourd'hui, je produis 55 000 bouteilles par heure. Ça, c'est très bien, je suis productif, etc. Le problème, c'est que je veux avoir un avantage concurrentiel, donc je veux plus produire. Je veux passer de
55 000 bouteilles à 60 000 bouteilles par heure. Donc ça, c'est mon scénario. Par contre, je ne sais pas si c'est réalisable. Donc avant d'opérer un quelconque changement d'ingénierie, je vais faire une simulation très simple. À gauche, vous voyez donc mes roulements mécaniques qui permettent de produire mes 55 000 bouteilles par heure, et à droite, les 60 000. Et à droite, on voit qu'avec les 60 000, j'ai un clash. C'est pas possible. Je vais casser mon équipement si je augmente la cadence à 60 000 bouteilles. Donc là, je comprends que j'ai un problème. Donc, ce qui va se passer, je vais revenir dans mon ingénierie et en fait, je vais mettre en configuration mes mes deux équipements. D'accord? Un, donc mon moteur de 45 kW que je ne vais pas changer, et le deuxième, le même moteur de 45 kW, je n'ai pas besoin de changer. Par contre, je vais apporter une modification, je vais apporter un embrayage. Et en fait, grâce à cet embrayage, quand je vais refaire la simulation, je vais comprendre que là, c'est possible. Je vais pouvoir passer de 55 000 à 60 000 bouteilles par heure sans casser mon équipement. D'accord? Donc, ce qui va se passer, c'est que je vais pouvoir, à travers cette simulation, comprendre que ça va être réalisable. Bien sûr, je ne vais pas faire ce changement moi-même comme bon me semble. On va rentrer en fait dans un processus de change. Donc, je vais faire une requête. Ensuite, ça va se passer en ordre. Et une fois que le processus d'approbation sera finalisé, je vais pouvoir apporter une action à ce changement d'ingénierie. Donc, pour dire qu'on est vraiment dans un processus de changement bien spécifique. Et une fois que ce changement sera approuvé, je vais pouvoir apporter donc cette modification, c'est-à-dire l'embrayage à mon équipement pour pouvoir mener à bien mon scénario. Ce qui se passe ensuite, là, on est dans le monde de l'ingénierie. Maintenant, il va falloir que j'informe à mes équipes de production que j'ai apporté une modification. Donc, à gauche, on voit l'IBOM, donc tout ce qui touche à mon bill of material d'ingénierie, et à droite, le manufacturing. Donc, en fait, je vais glisser très simplement mes modifications de l'engineering au manufacturing pour dire attention, côté marketing, j'ai apporté une modification, donc vraiment prenez-en bien compte. D'accord? À partir de cela, donc mon IBOM, mon MBOM sont alignés. On est sur un même niveau d'information. Je vais pouvoir travailler sur des instructions de travail en disant attention à l'équipe after sales, côté ingénierie, on a fait une modification, l'équipe production est au courant. Maintenant, l'équipe after sales, je vais vous expliquer quand il faudra travailler sur cet équipement, quelles opérations à effectuer en plus, parce que, pour votre information, il y a un embrayage à prendre en compte. Donc là, j'aurai la 3 dimensions, je vais faire des annotations, je vais rattacher des documents, etc. Là, juste pour rappeler finalement l'orchestration de ma demande d'information, donc demande d'information du changement. Donc là, on voit bien le processus de changement qui a été mis en place et le changement d'un statut à un autre, de création à approbation, pour pouvoir vraiment mener à bien avec toutes les informations nécessaires, mener à bien cette modification. Je pense que c'est tout. Je réfléchis. Oui, là on est sur le projet, donc là avec le planning, pour dire qu'en fait c'est pour mettre en contexte en fait ma demande avec un planning, pour être sûr qu'en fait je vais pas retarder mon planning, même si j'ai changé un petit peu le scénario parce que je passe de 55 000 à 60 000 bouteilles, pour dire qu'encore une fois, on a accès grâce à la plateforme euh, à mes livrables, à mes jalons, à mes ressources, à tout type d'informations ou de ressources, on va dire X, pour mener à bien mes projets, ma gouvernance, mes demandes de changement, etc. Donc là, bon, c'est quelques cas clients pour vous dire que voilà, grâce à la plateforme, ils ont réduit le temps de développement de 40%. C'est un exemple avec Suzanne en Corée. Bon, on a plusieurs exemples. On pourra venir un peu plus tard si vous voulez. J'ai un petit peu dépassé, il est 11h05. Si vous avez, alors j'arrête de parler, si vous avez des questions, n'hésitez pas à parler
au téléphone ou alors à écrire. Je vous laisse quelques minutes. Je vous remercie.